monsieur, bonsoir et bienvenue à votre magazine. Ça fait l'actualité. Chaque année en Côte d'Ivoire, des milliers d'enfants naissent avec la drépanocytose. Douleurs chroniques, hospitalisation répétée, complications parfois très très graves. La maladie reste un défi majeur de santé publique. Mais aujourd'hui, une nouvelle dynamique semble se dessiner. Le réseau ivoirien de lutte contre la drépanocytose, le RILD. Coordination nationale, dépistage renforcé, meilleure prise en charge. S'agit-il d'un véritable tournant dans la lutte contre cette maladie génétique? C'est la question que nous nous posons cet après-midi et ça fait l'actualité. Dépistage, dépister pour prévenir, informer, protéger, lueur d'espoir. David Soyo nous en dit un peu plus dans son élément de reportage. Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Cocody. Il est 8 heures. La faculté de médecine, muée en un centre de conférence sur la drépanocytose. La drépanocytose, une maladie génétique héréditaire la plus fréquente au monde, due à une anomalie de l'hémoglobine HbS. Elle déforme les globules rouges en faucilles, provoquant une anémie chronique, des crises douloureuses, vaso-occlusives et une grande sensibilité aux infections. Le dépistage néonatal est crucial pour la prise en charge, d'où cette séance de dépistage gratuite pour permettre aux participants de connaître leur statut. Mieux, sensibiliser les populations sur la drépanocytose, une initiative du réseau ivoirien de lutte contre la drépanocytose. La journée constitue le lancement officiel des activités du réseau. Objectif, informer, sensibiliser, dépister et briser le silence face à la maladie. Il s'agit surtout d'attirer le regard des pouvoirs publics pour faciliter le dépistage gratuit et la prise en charge holistique des patients. Bilan de la journée de lancement des activités du réseau ivoirien de lutte contre la drépanocytose, près de 1000 personnes sensibilisées et dépistées. De retour en studio, vous l'avez compris, nous parlons du réseau ivoirien de lutte contre la drépanocytose, RILD, nouveau guide d'espoir. Nous sommes en compagnie du professeur Gustave Kofi. Bonsoir professeur. Bonsoir Mariam. Vous êtes chef du service hématologie au CHU de Yopougon et vous êtes également président du RILD. Vous êtes vice-président de la Société africaine d'hématologie. Exact. Merci d'être avec nous sur le plateau. Alors, l'hématologue, qu'est-ce que c'est? L'hématologue, c'est un spécialiste de la médecine qui s'occupe des maladies du sang. Toutes les maladies du sang, qui sont de deux ordres. Nous avons les maladies génétiques, les maladies cancéreuses, et puis d'autres maladies non cancéreuses. Donc, les deux maladies les plus illustratives, il s'agit, n'est-ce pas, de la drépanocytose, qui est la maladie génétique par excellence, et puis les autres formes de maladies dites cancéreuses, qui sont les hémopathies malignes, notamment les leucémies et les lymphomes. D'accord. Alors, l'élément de reportage est signé David Soyo que nous venons de voir. Est-ce que cela traduit ce qui s'est réellement passé? Quel est votre sentiment? Exactement. Nous avons été submergés et débordés par cette journée de lancement du réseau ivoirien de lutte contre la drépanocytose. Je tiens à vous rappeler que ce réseau est né il y a à peine 6 mois. Et donc, c'était la première journée de lancement. Et au cours de cette journée, nous avons voulu marquer l'esprit dans 2 volets, n'est-ce pas, de la lutte, notamment le dépistage et puis la sensibilisation grand public. Et ça a été un succès parce que nous nous sommes retrouvés à dépister environ 1000 personnes qui sont venues de toutes parts. Et c'était des étudiants, des civils qui venaient de partout, d'Abobo, de Yopougon. Et ça a été un succès. Et je pense que pour un premier début, nous en sommes satisfaits. Et combien de personnes ont la drépanocytose parmi les 1000 environ? Bon, pour l'instant, on ne sait pas. On les a dépistés. Maintenant, il s'agit maintenant de confirmer, n'est-ce pas, la prévalence. Donc, on n'a pas encore les résultats définitifs, mais je pense que d'ici le début de la semaine, on va faire le tri et puis on pourra faire un peu le bilan, n'est-ce pas, de cette activité. D'accord. Alors, de manière succincte, pouvez-vous nous définir ce que c'est que cette maladie, la drépanocytose, et puis quel est son mode de transmission? Alors, la drépanocytose, c'est une maladie génétique. Le terme drépanocytose vient du terme grec drépanos, qui signifie le globule rouge déformé en fossile ou en croissant de lune. Et donc, on dit la maladie du globule rouge déformé en fossile, d'où ose en médecine maladie,
les drépanocytes, c'est le globule rouge déformé. D'où le thème maladie du globule rouge déformé en fossile. Cette maladie qui a été découverte au début du siècle passé, en 1910, par James Herix, qui est un Américain. Et depuis cette découverte, beaucoup de travaux ont été réalisés. Et il y a deux volets qui sont importants à savoir. C'est que la première partie du siècle passé avait consisté, n'est-ce pas, à décrire la maladie, à décrire ses signes cliniques, à décrire ses manifestations biologiques. Oui. Et puis la deuxième partie du siècle consistait, n'est-ce pas, à faire un plaidoyer pour que la maladie soit reconnue comme une priorité, et également à améliorer, n'est-ce pas, le traitement de la maladie. D'accord. Et comment elle se manifeste? Alors, cette maladie qui se manifeste dès le bas âge. En général, la forme majeure, qui est la forme dite homozygote, débute dès l'âge de 6 mois. Parce que c'est à 6 mois que le nourrisson, le nouveau-né, possède, n'est-ce pas, l'hémoglobine adulte. En ce moment, on se rend compte qu'en fait, que l'hémoglobine adulte est remplacée par une hémoglobine anormale qu'on appelle l'hémoglobine S. Le thème X vient du mot anglo-saxon qui signifie sickle. Voilà. Donc, dès l'âge de 6 mois, un enfant qui naît au début, avant les 6 mois, il a une croissance normale. Et puis, à partir de 6 mois, il y a un arrêt de la croissance. Il commence à présenter des symptômes. Le dos des mains et des pieds sont enflés. Il a des douleurs. Il est grincheux. Et puis, il a une anémie importante, une anémie hémolytique, qui fait l'objet le plus souvent de transfusion. C'est à partir de là que commencent, n'est-ce pas, les premiers symptômes de la maladie. Et comment ça se transmet? C'est une maladie qui se transmet selon le mode, comme on le dit, mendélien, c'est-à-dire le mode autosomal récessif. Cela veut dire que chez un sujet qui est SS, qui est la forme la plus grave de la maladie, a hérité, n'est-ce pas, de ses parents. Quand vous avez deux sujets, l'un est porteur du trait qu'on appelle le sujet AS et l'autre AS, lorsque les deux s'unissent dans un couple pour, n'est-ce pas, mettre au monde un enfant, et si l'enfant a une malchance, l'enfant va hériter des deux anomalies, n'est-ce pas, de l'hémoglobine. Si bien que l'enfant devient SS, et c'est ce qui traduit, n'est-ce pas, la forme la plus grave de la maladie. D'accord. Quelle est aujourd'hui, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, la drépanocytose en Côte d'Ivoire? Où est-ce qu'on en est? Quel est l'état des lieux? Ben, l'état des lieux, elle se poursuit. Il faut dire qu'il y a une histoire quand même en Côte d'Ivoire, parce qu'il est important de noter que les premiers chercheurs sur la drépanocytose en Afrique, c'était nos maîtres de l'époque, notamment le professeur Sangaré, paix à son âme, et le professeur Cabane, Raymond Cabane. Donc c'était ces deux maîtres-là qui ont été le fer de lance de la drépanocytose en Afrique noire et même dans le Maghreb. Et que ces deux pionniers ont lutté pendant longtemps pour la drépanocytose. Et depuis lors, nous menons un combat. Le combat a pour but, n'est-ce pas, d'améliorer un peu la prise en charge des malades. Et l'état actuel dans notre pays, c'est que nous avons un taux de prévalence de l'ordre de 12 à 14% des sujets qui sont porteurs du trait de la drépanocytose, dont 2 à 4% de forme majeure. Voilà. Et donc, quand vous êtes dans un pays où près de 12 à 14% de la population sont porteurs du trait, vous comprenez que le risque est élevé, n'est-ce pas, d'avoir, n'est-ce pas, beaucoup d'enfants malades. À titre d'exemple, il y a environ 5000 nouveau-nés qui naissent chaque année dans notre pays qui sont drépanocytaires. Et lorsqu'on quittait le CHU de Yopougon, lors de la fermeture du CHU de Yopougon en 2019, nous avions environ 14 000 sujets drépanocytaires qui étaient fichés et régulièrement suivis dans notre service. Donc ça vous dit que c'est une réalité et que la drépanocytose pose un véritable problème de santé publique dans notre pays. Alors, ça m'emmène à la question qui se dessine spontanément. Est-ce que la perception de la maladie a évolué? La perception de la maladie a évolué. Elle a évolué en milieu urbain. Mais il reste encore beaucoup à faire en milieu rural, puisque la méconnaissance et l'ignorance, n'est-ce pas, de nos malades qui sont dans les milieux ruraux posent d'énormes problèmes. Parce que la consanguinité, qui est un facteur qui favorise, n'est-ce pas, la naissance des enfants drépanocytaires, qui dit consanguinité, parle de mariage consanguin. Et les mariages consanguins sont beaucoup développés dans les zones situées au nord, au nord-est, au centre. C'est ainsi que, lorsqu'on parle de 12% de la population à l'échelle nationale, mais on a des taux de prévalence qui sont inégaux
d'une région à une autre. On a des taux de prévalence qui vont de 20% au nord, de 14%, n'est-ce pas, au nord-est, de 8% au centre, alors que ce taux descend à 4% au sud et à 2% à l'ouest. Donc c'est dit qu'il reste une réalité, mais toujours est-il qu'on a du mal, n'est-ce pas, à faire comprendre, n'est-ce pas, aux populations rurales la nécessité, n'est-ce pas, d'éviter les maladies consanguines. Mais en milieu urbain, il y a de plus en plus, n'est-ce pas, une sensibilisation qui est faite grâce, n'est-ce pas, aux médias. Voilà, vous me donnez l'occasion ici de nous parler de ça. Et à ma connaissance, ça fait la 3e fois que je viens sur votre plateau pour parler, n'est-ce pas, de cette maladie, au fur et à mesure, avec la sensibilisation et le rôle des ONG, eh bien, dans les milieux urbains, les gens prennent conscience de plus en plus de cette maladie. Alors, en zone urbaine, vous êtes en train de me dire que 2 personnes qui s'aiment sont capables de renoncer à leur relation par peur de mettre au monde un enfant drépanocytaire? Ah oui, ben, est-ce qu'ils ont le choix? Parce que quand vous vous retrouvez devant un couple qui a ces 3 ou ces 4 enfants qui sont drépanocytaires SS, les hospitalisations répétées, environ 6 hospitalisations par an, et le coût de ces hospitalisations, le coût mensuel de la prise en charge d'un patient drépanocytaire, c'est de l'ordre de 30 000 francs CFA. Imaginez. Et donc nous avons été confrontés en tant que praticiens au quotidien de constater que les causes, n'est-ce pas, des divorces, une partie des causes des divorces est liée, n'est-ce pas, à ça. Parce que les gens, avant le mariage, ne cherchent pas à savoir le statut. Et, n'est-ce pas, leur statut se laisse découvrir lorsque l'enfant naît. Et après, ça devient des problèmes dans le foyer, des problèmes au niveau, n'est-ce pas, en termes financiers. Et donc, cela aboutit, n'est-ce pas, au divorce. Donc, pourquoi ne pas éviter la naissance d'enfants drépanocytaires? Pourquoi ne pas éviter le divorce? D'où l'importance, n'est-ce pas, de se faire dépister. Et que, avant de se mettre en couple, il faut réfléchir par plusieurs fois, tourner la tête pour se dire que c'est vrai, on est amoureux, mais parfois, il faut être raisonnable aussi également. Parce que qui souhaiterait avoir une descendance d'enfants malades et une descendance aux dernières générations? Vous imaginez un peu? Donc je pense que oui. 2 choses. Donc, est-ce que le dépistage précoce peut changer ou améliorer les choses? 2 personnes qui s'aiment, qui viennent et puis qui se font dépister. On constate qu'elles ont malheureusement il y a beaucoup de chances, enfin de chance de malchance, d'avoir un enfant drépanocytaire. Est-ce que ces personnes peuvent être prises en charge, se marier, mais dès le fait qu'elles soient prises en charge, elles diminuent le risque d'enfants drépanocytaires? Bon, aujourd'hui, lorsqu'on a une politique de prise en charge, et cela a été démontré aux États-Unis dans les années 70, où ils ont mis en place une politique de dépistage néonatal précoce, lorsque l'enfant naît, qu'il est dépisté à la naissance, et qu'il est pris en charge de façon régulière et à vie, c'est un enfant qui a une espérance de vie qui est superposable à celle du sujet sain. Ceci dit, un couple qui sont des couples à risque, ce sont les 2 couples qui sont porteurs, n'est-ce pas, de l'anomalie génétique. Et si, malgré cela, ils veulent se mettre ensemble parce que l'amour prend le pas sur la raison, il y a une possibilité, n'est-ce pas, de leur permettre, n'est-ce pas, d'avoir une descendance d'enfants saines. Et cela par génie génétique. Mais cela ne se fait pas ici. Il s'agit, n'est-ce pas, de sélectionner le gamète normal et par un accouchement in vitro. Au niveau des éprouvettes, on essaie, n'est-ce pas, de sélectionner le gamète normal, ok, et on implante, n'est-ce pas, chez la femme pour, n'est-ce pas, faire en sorte que l'enfant qui naît sera un sujet sain. Parce que le risque d'avoir un enfant malade est de 25% lorsque on se retrouve dans un couple à risque. Donc ça veut dire que ce n'est pas impossible, mais c'est une technologie qui malheureusement n'est pas encore disponible en Afrique. Oui, de plus en plus, nous sommes en train d'œuvrer, n'est-ce pas, à ce que ce soit disponible. Il y a des centres, n'est-ce pas, qui sont en train de développer des appareils pour le faire, mais ceux qui ont les moyens ont la possibilité, n'est-ce pas, d'aller en Europe, en Occident, pour essayer, n'est-ce pas, de faire ce qu'on appelle l'accouchement in vitro, par sélection, n'est-ce pas, des gamètes sains, pour permettre à ce que les enfants soient vraiment sains. Et il y a aussi des couples aussi qui sont libres de décider. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité que lorsque la femme est enceinte, qu'on puisse faire un prélèvement à la 16e semaine de la grossesse pour savoir si l'enfant qui va naître sera drépanocytaire ou pas. Et donc il y a des couples, une fois qu'ils le savent, ils optent, n'est-ce pas, pour l'interruption de grossesse. Et c'est légal d'interrompre une grossesse à 16 semaines? Ici, encore, ce n'est pas légal, mais vous savez que c'est des décisions que les gens prennent. Et donc, c'est leur choix. Voilà. Alors, parlons à présent du RID. Alors, qu'est-ce que le RID concrètement? Et pourquoi est-ce que c'est structuré en réseau? Alors, de plus en plus, dans la lutte contre la drépanocytose, on sait que la maladie drépanocytaire est une maladie transversale. Elle n'est pas seulement qu'une maladie qui concerne les spécialistes en maladie du sang, les hématologues que nous sommes.
Parce que, étant donné que cette maladie génétique, une maladie sanguine, elle touche toutes les disciplines. Parce que le chirurgien est confronté à la drépanocytose, le gynécologue aussi également est confronté, les internistes, les ophtalmologues, parce que la maladie drépanocytaire donne des complications multisystémiques. Voilà, elle touche tous les organes, le rein, le cœur, le poumon, le cerveau, tout ça. Donc ça fait que... Qu'est-ce que la drépanocytose fait aux yeux, par exemple? Elle peut aboutir à la cécité. Voilà, parce qu'il y a des anomalies au niveau des yeux qui peuvent, n'est-ce pas, si elles ne sont pas prises en charge, ces anomalies peuvent aboutir, n'est-ce pas, à la cécité. Et au cœur? Le cœur, elle peut créer, n'est-ce pas, une insuffisance cardiaque. Voilà, donc tout est possible, même au niveau du rein aussi également. On a également un tableau d'insuffisance rénale. Donc, étant donné que c'est une maladie qui touche tous les organes, on est obligé, n'est-ce pas, de travailler en réseau pour que tous les efforts soient consentis au niveau de tous les experts qui s'intéressent à la maladie. Nous avons, n'est-ce pas, les praticiens, nous avons également les ONG, nous avons également les malades eux-mêmes, les parents des malades. Donc, il est important quand même qu'il y ait un réseau de telle sorte que, en zone rurale, le médecin qui est en zone rurale, qui fait partie du réseau, puisse, n'est-ce pas, avoir les moyens nécessaires, n'est-ce pas, pour prendre en charge les malades. Donc, étant en réseau, on met en place, n'est-ce pas, un curriculum de formation, notamment dans le dépistage. Comment dépister? On essaie de renforcer les capacités de ces médecins qui sont en zone périphérique au niveau de la pyramide sanitaire pour qu'ils soient aptes, n'est-ce pas, à prendre en charge un enfant drépanocytaire. Donc voilà un peu l'objectif du réseau. C'est un partage d'expérience, un partage, n'est-ce pas, d'échange d'expérience et de formation. Et donc également de publication des données, de dépistage. Vous avez 6 piliers fondamentaux. Vous pouvez nous les donner? Alors les 6 piliers fondamentaux du réseau, il s'agit d'abord d'un premier temps du dépistage. Ensuite, la sensibilisation. La sensibilisation, on le confie aux ONG. Ça, c'est leur rôle. Troisième élément, c'est le renforcement des capacités. C'est-à-dire qu'il faut former les infirmières, les sages-femmes, ensuite les techniciens de laboratoire, voilà, et tous les agents de sensibilisation, les agents communautaires qui sont dans les quartiers, qui peuvent, n'est-ce pas, apporter de l'information là où il faut. Nous avons également l'appui à la prise en charge, nous avons également les médicaments qu'on essaie de fournir et le renforcement en termes de recherche, parce qu'il faut de la recherche. Si on veut avancer, il faut de la recherche. Et le plaidoyer. Le plaidoyer, c'est important, parce que notre rôle, c'est d'amener l'État du Côte d'Ivoire ou nos pouvoirs publics, n'est-ce pas, à prendre conscience et à faire une déclaration forte pour marquer que la drépanocytose reste avant tout un problème de santé publique, à l'instar, n'est-ce pas, du VIH, à l'instar de la tuberculose, du paludisme et du cancer. Donc, une fois que nous avons réussi à mener ce combat-là, je pense que tout le reste peut se faire de façon pérenne. Mais est-ce que vous sentez que la volonté politique est forte? La volonté politique commence à bouger. C'est-à-dire que l'État, avec le ministre Pierre Demba et le programme des maladies non transmissibles, nous avons pu mettre en place un plan stratégique national. Nous avons pu le mettre en place l'année dernière avec des directives nationales. Et il y a beaucoup d'études pilotes qui ont cours. Et je pense que le ministre de tutelle est aujourd'hui conscient. Et grâce, n'est-ce pas, à la direction générale de la santé, il y a quand même de l'espoir que dans les jours qui viennent, on pourra, n'est-ce pas, avancer, n'est-ce pas, dans la prise en charge. Quels sont les points focaux de ce plan stratégique national? Alors, les points focaux de ce plan stratégique, nous, notre problème, c'est surtout d'abord le plaidoyer. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez, la maladie a été découverte en 1910. Et ce n'est qu'en 2006 que ça a été reconnu comme un problème de santé publique, un siècle après. Et l'OMS, les Nations Unies disent que c'est un problème de santé publique qu'il y a les résolutions qu'il faut faire. La première résolution, c'est d'abord le dépistage néonatal. La deuxième résolution, il faut qu'il y ait un programme dédié et il faut qu'il y ait un centre de prise en charge de la drépanocytose. Nous battons pour qu'il y ait un centre de prise en charge des malades drépanocytaires. Et c'est dans ce centre-là qu'on pourra implémenter, n'est-ce pas, tous les piliers que je viens de vous citer. Mais actuellement, comment ils sont pris en charge? Actuellement, ils sont pris en charge. Vous parlez d'une prévalence de 12 à 14%. Voilà. Déjà, au jour d'aujourd'hui, comment il se fait cette prise en Alors, charge? aujourd'hui, bon, nous avons quelques difficultés parce que depuis la fermeture de notre service au CHU de Yopougon, nous n'avons pas de service. Nous sommes actuellement au CHU de Cocody, mais on n'a pas assez de lits. Nous espérons que le service de Yopougon sera fonctionnel d'ici peu, mais pour l'instant, les malades sont pris en charge dans nos services. Il n'y a pas assez d'espace, n'est-ce pas, mais qu'on essaie de se battre comme on peut. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons décentraliser la prise en charge pour que cette prise en charge puisse
puisse être, n'est-ce pas, aussi le fait aussi également des médecins généralistes et des pédiatres, n'est-ce pas, au niveau de la pyramide sanitaire. Donc notre rôle, c'est de nous battre pour que notre service vraiment s'ouvre le plus tôt possible et qu'il y ait, n'est-ce pas, un centre de drépanocytose pour que ces malades soient plus à l'aise et qu'ils soient pris en charge, à l'instar des autres pays de la sous-région qui ont des centres de drépanocytose et qui sont pris en charge, n'est-ce pas, de façon optimale. Donc on n'en guérit pas, on vit avec? On peut guérir de la drépanocytose aujourd'hui, je peux vous le dire, grâce à des techniques nouvelles qu'on appelle la greffe de moelle osseuse et la thérapie génique. Donc ce sont les grandes techniques qui permettent de guérir de la drépanocytose. Nous avons eu des malades drépanocytaires qu'on a dû envoyer en Occident, qui ont pu bénéficier, n'est-ce pas, de ces techniques, mais malheureusement nous n'avons pas accès à ces techniques dans notre contexte actuellement. Donc du coup, notre souhait, c'est plus tard, pourquoi pas, qu'on puisse avoir les moyens, n'est-ce pas, de pouvoir les guérir. D'accord, donc si on n'a pas accès à la technique, c'est qu'on n'a pas également les personnes formées pour. Nous avons été formés pour la greffe de moelle osseuse. Moi qui vous dis, j'ai été formé à Toulouse, voilà, quand j'étais en stage. C'est une technique qui est tellement simple. Alors ce qu'il faut, c'est l'appui financier et puis la construction, n'est-ce pas, du centre. Par exemple, je tiens à vous dire que nos collègues sénégalais viennent d'avoir le centre de greffe de moelle osseuse. Donc on peut le faire. Nous avons les compétences vraiment techniques. Maintenant, ce qu'il faut maintenant, c'est qu'on puisse être assisté pour tout ce qui est vraiment le bâtiment et tout ce qu'il faut. Parce que la mise en place d'un centre de greffe de moelle osseuse coûte environ un demi-milliard. Environ 500 millions de francs CFA peut suffire, n'est-ce pas, à mettre en place une greffe de moelle osseuse. Donc j'ai profité de votre micro pour lancer cet appel-là, pour que les gens de bonne volonté puissent nous aider, n'est-ce pas, à atteindre, n'est-ce pas, cet objectif, qui pourrait faire vraiment beaucoup de bien à nos malades drépanocytaires. Le réseau ivoirien de lutte contre la drépanocytose ivoirien, est-ce que vous avez une envergure, une ambition sous-régionale? L'ambition sous-régionale existe. Alors j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, parce que je vous ai dit qu'il y a beaucoup de réseaux. Nous avons le réseau le plus célèbre, c'est le REDAC. Le REDAC, c'est le réseau drépanocytose Afrique centrale. C'est un réseau qui date depuis plus de 20 ans. Et ils sont très vraiment soudés avec l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale et même les Européens. Et pour la première fois, ce réseau a décidé, n'est-ce pas, que la Côte d'Ivoire puisse héberger le 10e symposium du 3 au 5 juin 2026. Et ils m'ont fait l'honneur, n'est-ce pas, de présider le comité d'organisation de ce réseau qui aura lieu à Yamoussoukro, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Et à cette occasion, ce sera l'occasion, n'est-ce pas, de fédérer toute l'Afrique autour d'un seul réseau. L'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Centre, l'Afrique de l'Est. Et donc, nous sollicitons, n'est-ce pas, à nos pouvoirs publics pour qu'ils puissent nous soutenir, n'est-ce pas, à cette occasion, parce que c'est un honneur pour la Côte d'Ivoire de recevoir tout ce monde qui viendra pour parler de drépanocytose dans la capitale politique à Yamoussoukro. En Côte d'Ivoire, la drépanocytose n'est pas un problème de santé publique? Elle est un problème de santé publique, mais nous attendons qu'il y ait une déclaration ferme, n'est-ce pas, de l'État, parce que vous savez, lors de la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, il n'y a pas de déclaration qui est faite. Voilà, donc nous souhaitons qu'il y ait une déclaration ferme, n'est-ce pas, des pouvoirs publics pour que vraiment ce soit reconnu en tant que tel. Même si aujourd'hui nous avons un programme des maladies non transmissibles qui se bat, n'est-ce pas, pour qu'on puisse aller de l'avant et puis faire en sorte que la drépanocytose figure dans le paquet minimum d'activité. C'est-à-dire que dans la gratuité ciblée chez les enfants de moins de 5 ans, il n'y a pas la drépanocytose dans ce paquet minimum d'activité. Donc nous souhaitons que nos enfants drépanocytaires figurent dans le paquet minimum d'activité. Parce qu'aujourd'hui, le dépistage est devenu simple, il ne coûte pas grand-chose, il coûte 2000 francs CFA le dépistage. Donc je pense que si l'État a réussi à subventionner cela, on pourra sauver beaucoup d'enfants. Parce que je tiens à vous dire, Mariam, que près de 80% des enfants drépanocytaires meurent avant l'âge de 5 ans, quand ils ne sont pas suivis. Près de 80%. Donc c'est énorme. Et je pense que si on met en place une politique de dépistage néonatal à l'échelle nationale et que les enfants sont dépistés précocement et sont pris en charge, on pourra réduire la mortalité et la morbidité, n'est-ce pas, des enfants drépanocytaires. Mais déjà, il y a un grand pas qui a été effectué. Est-ce qu'aujourd'hui, un enfant drépanocytaire a une meilleure espérance de vie qu'il y a, par exemple, 10 ans?
Aujourd'hui, je peux le dire oui, parce que y a eu des progrès qui ont été réalisés, il y a de nouveaux médicaments qui sont apparus, et ces médicaments, nous les avons ici dans notre pays, et nous avons amélioré la prise en charge. Et comme je l'ai dit, les enfants drépanocytaires qui sont en zone urbaine, où il y a des CHU, peuvent bénéficier, n'est-ce pas, de ces traitements qui sont en cours. Malheureusement, ceux qui sont en zone rurale, c'est sur ceux-là qu'il faut mettre l'accent, parce que c'est en zone rurale que nous avons les taux de décès les plus élevés. Quels sont vos derniers mots? Nous sommes au terme de notre magazine. Alors, mon dernier mot, c'est plutôt un plaidoyer. Et j'insiste là-dessus, un plaidoyer, parce que vous voyez que nous nous battons depuis plus de 20 ans, n'est-ce pas, pour que nos drépanocytaires soient bien pris en charge. Nous prions Dieu, nous exhortons nos autorités de nous aider à faire en sorte que notre centre de d'hématologie, le service d'hématologie, voit le jour. Et donc, le plus tôt possible, pour qu'on puisse fédérer tous ces enfants dans le service et qu'on puisse avoir un espace assez suffisant, n'est-ce pas, pour recueillir, n'est-ce pas, tous ces enfants qui, depuis la fermeture du CHU de Yopougon, ne savent pas où aller. Donc, ils sont un peu dans la nature. Donc, il est important quand même qu'on puisse les fédérer dans un centre pour qu'on puisse, n'est-ce pas, mettre en place une politique de prise en charge efficace et efficiente pour réduire, n'est-ce pas, la mortalité et la mobilité de nos enfants drépanocytaires. Je vous remercie d'être venu sur notre plateau. La drépanocytose n'est pas une fatalité silencieuse. Le dépistage, l'information et la coordination à travers le RILD ouvre une nouvelle page. Et cette page ne peut se faire sans, bien évidemment, l'apport et cette forte volonté politique. Connaître son statut, c'est fondamental, et puis c'est protéger également l'avenir. Merci à vous, Merci. Professeur Gustave Kofi. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis et bonsoir.